Il y aura 50 ans, le 10 juin prochain, Israël remportait une victoire éclair sur les armées arabes, prenant le contrôle de Jérusalem, est de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de la bande de Gaza lors de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Dans les décennies qui suivront, on assistera à une multiplication des colonies israéliennes dans les territoires occupés. Et depuis, on cherche désespérément une solution à cette impasse que ce régime imprime autant sur la société israélienne que sur la société palestinienne. Faut-il patienter un autre demi-siècle ou un autre siècle pour qu'une solution à la crise se dessine enfin? Le plaisir pour en parler, de recevoir ce matin en direct de notre studio de Sion, de passage en Valais, Elias Sambar, historien, écrivain, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO et infatigable artisan d'une paix qui ne vient toujours pas. Bonjour Elias Sambar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous jusqu'à 8 heures pour parler du Proche-Orient et puis aussi d'autres sujets, Donald Trump, etc., qui fait encore l'actualité, ma foi. Cette guerre des 6 jours, c'était il y a 50 ans. Vous aviez 20 ans à ce moment-là, Elias Sambar. Vous aviez 20 ans à l'époque. Quel souvenir personnel gardez-vous de cette guerre des 6 jours? En un éclair comme ça, le très petit État d'Israël écrasait les armées de 3 de ses voisins arabes, Égypte, Jordanie et Syrie. Qu'en gardez-vous? De la guerre elle-même, très peu de choses dans la mesure où, comme vous le dites, elle a été conclue très très rapidement. Je garde des souvenirs d'un couvre-feu qui était imposé, de ne pas faire trop de lumière la nuit, et surtout d'une succession de communiqués de victoire sur les radios arabes, notamment la radio émettant du Caire, qui annonçait une victoire exceptionnel sur les armées de Moshe Dayan et de Rabin et des autres. Mais l'annonce du désastre est arrivée très très vite. Et donc le souvenir qu'on en garde à 20 ans, c'est un grand moment quand même, non pas de désespoir, mais de peine et d'inquiétude, car nous nous demandions de quoi allait être fait notre avenir, nous qui avions 20 ans. Mais ça a été de courte durée, et souvent on n'associe pas assez, on ne met pas souvent en couple une autre chose qui est arrivée très très vite avec. Et donc la guerre est conclue en juin 67. Dès le mois de mars 68, commence à arriver dans tout le monde arabe, et notamment moi j'étais au Liban à l'époque, commence à arriver des nouvelles de combats menés par des guérilleros palestiniens contre les unités israéliennes, et cette fois qui ne se termine pas par des déroutes. Et donc très très vite, il y a eu comme un moment de bascule entre la grande inquiétude, la grande tristesse et le fait que nous étions très blessés par les images. Vous vous souvenez peut-être que les images étaient des images de matériel détruit, de soldats arabes prisonniers, ainsi de suite. Mais très vite, l'espoir il y a renaît. eu une sorte de réponse qui est arrivée. Et c'était pour nous le début de la découverte qu'il y avait une chose qui était clandestine encore à l'époque, qui allait devenir l'OLP. Oui, et avec Yasser Arafat, évidemment. Cela dit, la situation actuelle est l'héritière de cette guerre des 6 jours, la conquête par Israël de territoires plus de 4 fois plus grands que ses frontières initiales à l'époque, et puis le début d'une colonisation juive sur la base de justifications alors sécuritaires, religieuses, idéologiques, qui grignotent l'espace des Palestiniens et dont, je le disais, nous sommes encore héritiers. Tout est parti de cette guerre des 6 jours. Tout est parti de 1947, en fait. Oui, de la création de la naissance de l'État d'Israël, oui. De ce qu'on appelle le problème des réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, vous savez, les Palestiniens sont 13 millions de personnes, 60% des 13 millions sont dans les exils. Ça, on le souligne pas assez. Les Palestiniens qui sont encore sur les territoires qui, à un moment, étaient la Palestine historique, c'est-à-dire soit en Galilée, soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem-Est, soit à Gaza, ne représentent que 40% de la population totale. Donc il y a un énorme problème. Il y a surtout cette question de la reconnaissance de l'existence d'un peuple. Elle est faite. Celle-là a été acquise malgré les défaites et malgré le fait qu'il y a eu, avant 67, il y a eu 56 quand même avec l'Égypte, il y a eu la guerre de 48, et ainsi de suite. Mais la question du fait, est-ce que le peuple palestinien existe ou pas,
est acquise et la nécessité des décennies de combats et de sacrifices de la part des Palestiniens, mais ça c'est fait. Aujourd'hui que ce peuple existe, plus personne ne dit, vous savez quand même pendant des décennies, la terre entière disait il n'existe pas. Vous parlez de quoi? Ça n'existe pas. Ça y est, ça c'est fait, c'est un énorme Et vous êtes la preuve vivante d'ailleurs, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Voilà. Et nous sommes un pays à part entière à l'UNESCO. À l'UNESCO, oui, mais... Nous sommes admis en tant que pays à part entière, donc un État membre. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, il y a eu de ces acquis. Mais ce qu'il faut aujourd'hui souligner, et qui est la grande déception. Moi, j'ai été un des préparateurs des négociations pour aller à Madrid. J'ai été à Madrid. Ensuite, pendant plusieurs années, j'étais dans les négociations à Washington. Le monde ne se rend pas compte. Ça fait 25 ans que nous négocions sans résultat. Ça fait un quart de siècle. Tout le monde dit, voilà, la guerre, il y a 50 ans. Mais il faudrait aujourd'hui insister sur le fait que nous venons de clore 25 ans, un quart de siècle de négociations qui s'avèrent stériles et qui ne débouchent que sur des impasses. Le grand problème dans cette impasse, c'est d'une part un occupant qui n'a pas envie de céder le terrain. Bon, mais ça c'est triste, mais c'est classique. Mais c'est comme ça depuis le début. C'est depuis le début, mais on pensait quand on a été à Madrid qu'il allait avoir une sorte d'échappée de cette sorte de malédiction interminable. Par contre, il y a un grand problème qui est que les partenaires extérieurs n'ont pas vraiment posé les règles ni pesé sur les participants pour arriver à une percée. Alors partenaires extérieurs, États-Unis en tête ? États-Unis non pas en tête. États-Unis seuls ayant décidé que personne d'autre n'aiderait. Vous savez, sur le papier, en fait, vous avez l'Union européenne, vous avez l'ONU, vous avez la Russie et les États-Unis. Mais de facto, depuis 25 ans, il n'y a que les États-Unis qui sont sur le terrain, qui interdisent aux autres d'intervenir sous prétexte qu'Israël ne veut pas des autres partenaires. Toutes les initiatives, la Suisse en a connu une initiative de paix qui était l'initiative de Genève. Oui, mais tout est bloqué et il y a une règle avec les États-Unis. Quand ils ne font rien, ils ne laissent pas d'autres faire. C'est-à-dire, c'est ou eux qui font ou ne font pas et rien d'autre. Barack Obama est resté très muet sur cette question, donc il a laissé faire les autres, c'est ce que vous nous dites. Vous savez, Barack Obama, sur cette question précise, je ne parle pas des soins et du système de santé et tout ce qu'il a fait sur le plan de la politique intérieure. Non, mais sur la politique du Proche-Orient, il est resté très discret. Au Proche-Orient, c'est pour ça que je vous faisais cette petite introduction. Je pense que ça a été le plus mauvais des présidents américains. Même un président qui n'était pas doté d'une réputation très très élogieuse, je parle de George Bush, a fait plus. Obama a eu une règle, dès qu'il est arrivé, ses conseillers lui ont dit, c'est des marécages, ne t'en approche pas, tu vas t'enliser, et il a passé ses 2 mandats à ne rien faire. Imaginons qu'il ait fait quelque chose, parce que voilà, c'était un homme symbole aussi, prix Nobel de la paix. Imaginons qu'il ait mis les pieds dans ce marécage. Est-ce que ça aurait été suivi de résultats? Est-ce qu'on peut refaire l'histoire, Elias Sambar? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? D'une part, bien sûr que ça aurait été suivi de résultats. Mais à la fin du mandat, à quelques jours de la fin du mandat, son secrétaire d'État, John Kerry, a fait une intervention d'1h30 dans laquelle il a énoncé, mais dans beaucoup de détails, et si vous pouvez retrouver ces textes, c'est passionnant à voir, où il a dit en fait tout ce qui aurait dû être fait et qu'ils n'ont pas fait. Et vous verrez, si vous regardez cette intervention, que toutes les questions avaient trouvé des solutions concrètes. Donc John Kerry avait la clé, mais n'a pas pu ouvrir la porte parce que son président de tutelle ne le voulait pas. Non, ne sous-estimez pas le rapport des forces. Le rapport des forces demeure à Washington. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent la paix. Très, très peu de partenaires, notamment les États-Unis, qui agissent pour qu'elle devienne une chose concrète. Les États-Unis, pour le moment, tant que la situation ne les dérange pas trop, c'est cela, c'est très cynique ce que je vous dis. Tant que le ring, comme dans un ring de boxeurs, tant que les 2 boxeurs restent à l'intérieur du ring,
La situation est sous contrôle. Et finalement, les Palestiniens, on leur envoie une aide pour qu'ils ne crèvent pas de faim. On envoie une aide pour qu'ils puissent payer quelques milliers de fonctionnaires. Et bon, ça tient. Et ce qui a compliqué après, parce que le temps n'aide pas à la chose, le temps complique les choses, contrairement à ce dicton populaire qui dit « ça s'arrangera avec les temps ». Très souvent, avec le temps, ça se gâte, ça ne s'arrange pas. Le temps qui passe, les 25 ans de négociations stériles, ont vu parallèlement toute cette explosion maintenant dans le monde arabe, qui fait qu'il y a eu d'autres urgences qui sont nées. Je pense à la situation en Irak, en Syrie, en Égypte, mais en Libye, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, ceux qui n'ont rien fait ont un formidable alibi pour continuer à ne rien faire, en disant pour le moment nous sommes inquiets ailleurs. Donc on va regarder ce qu'on va faire ailleurs et puis on y reviendra. Et encore une fois, ça va remettre les délais. Là, ce qui est très dangereux avec ce jeu, c'est précisément de penser que le temps arrange les choses. Ce qui est très très dangereux et que beaucoup de pays ne se posent pas. Est-ce que beaucoup de dirigeants se posent la question de savoir s'il ne faut pas consolider le seul territoire arabe où l'État islamique n'est pas apparu? C'est la Palestine. Alors, mais qui a les clés du temps aujourd'hui, Elias Sambar? Parce que vous dites que le temps n'arrange pas les choses, au contraire, il est en train de les détériorer. Qui a les clés du temps? Le président américain, Donald Trump? Alors lui, c'est pas très clair comme souvent. Il a créé la confusion en déclarant il y a quelques jours qu'il n'avait pas de préférence entre un État ou deux États. On a cru en déduire d'ailleurs l'idée même qu'un seul État n'était plus tabou aux yeux des États-Unis. Qui a les clés du temps aujourd'hui? Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est une association plus large, une sphère régionale composée des pays des pays sunnites contre l'Iran? Qui a les clés du temps? Ça serait déjà formidable s'il y avait moyen d'avoir un tour de table infiniment plus élargi et non restreint au seul une solution américain. Comme une sphère régionale qui s'occuperait de ça? On sait, vous savez, ça fait 25 ans qu'on discute des mêmes sujets et croyez-moi, comme nous ne sommes pas des gens de génie, mais nous avons quand même un peu de jugeote, nous avons déjà les solutions pour toutes les questions, y compris celles qui sont présentées comme étant insolubles. Ça n'est pas vrai. Nous savons tout ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ça ne se fait pas. Alors c'est quoi? C'est deux États? Pragmatiquement, c'est la solution à deux États? Je vais vous dire, la solution à deux États, Jérusalem, capitale des deux États, Jérusalem ouverte et partagée au lieu d'être divisée, la reconnaissance du droit au retour pour les réfugiés, pour pouvoir négocier son application, parce que le droit ne peut pas être négocié, mais l'application est négociable, ce qui veut dire, est-ce que les Palestiniens des exils reviendront dans leur État, ou est-ce qu'ils reviendront dans leur village d'origine? Tout ça peut être négocié. La question du regroupement familial, parce qu'il y a des familles qui ont été écrabouillées et écrasées par la guerre, la question de l'avenir, tout est réglé, tout est négocié déjà. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Il suffit de signer. Le problème, pardon? Il suffit de signer ce qui a été négocié au fond. Non, il suffit de dire à un État qui jouit d'une impunité inouïe par rapport au droit international que le temps est venu de se conformer aux règles. Il suffit également d'expliquer à cet État qui ne veut rien entendre. Je parle de l'État parce que beaucoup de citoyens de cet État pensent que leur gouvernement n'agit pas convenablement. Il suffit de dire à cet État que cette question de dire je veux la paix, mais de continuer à développer les colonies, à mettre la main sur les terres, à imposer des règles restrictives est terminée, que désormais il faut devenir un État comme les autres. C'est un paradoxe formidable. Tout ce mouvement qui a donné naissance à l'État d'Israël, c'était un mouvement pour trouver une situation normale, entre guillemets, pour les communautés juives persécutées à travers le monde. Maintenant qu'ils sont quelque part, que leurs voisins leur proposent un bon voisinage et une reconnaissance mutuelle, ils ne veulent pas être un État comme tout le monde. Ils ne veulent pas être dans les règles. Mais pardonnez-moi d'inciter Elias Sambar, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible d'avoir aujourd'hui un État palestinien digne de ce nom, sachant aussi les fractures qui divisent l'autorité palestinienne? Vous savez, il n'y a pas de pays où il n'y a pas d'opposition intérieure. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas des groupes qui contestent la majorité. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas une minorité, une majorité. Et je vous dirais, si les Palestiniens étaient tous du même avis, vous devriez commencer à être très inquiets. Parce que c'est un signe de totalitarisme. Heureusement qu'il y a la diversité. Mais ça affaiblit la négociation aussi. Mais je vais vous dire où est le problème. C'est que dès qu'on approche de la société palestinienne, on présente une chose normale, qui est une société multiple,
avec des choses qui peuvent vous plaire, ne pas vous plaire, mais une société multiple, on commence à présenter ça comme un handicap et une excuse, un alibi pour ne pas faire la paix. La paix ne dépend pas du fait que vous avez mis tout le camp d'en face, exactement sur la même position, le même discours et les mêmes comportements. Ça n'existe pas. Pourquoi les Israéliens forment une seule entité? Vous avez vu les discours des ultra-religieux et qui ont un discours quasiment d'extrême droite. Oui. Est-ce que ça, est-ce qu'on dit à Israël pourquoi tu as encore des gens d'extrême droite? C'est des sociétés vivantes, donc multiples. Donc c'est pas la question, c'est un alibi. Juste une dernière chose. Oui. Vous posez la question de savoir qui peut. Qui peut créer cet État. Prenez l'exemple du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est une question fondamentale en Israël. Il a promis. Et puis dès qu'il a compris que ce serait coûteux, il a décidé qu'il ne le ferait pas. Je parle de Trump. Oui, oui. Donc vous voyez très très bien que quelles que soient les pressions, quelles que soient les promesses, il y a un maître du jeu. Le maître du jeu est à Washington, il n'est pas à Tel Aviv. Oui. Quel devrait être le calendrier selon vous, là, si on devait créer cette solution à deux États, même imparfaite, quel devrait être le calendrier, Elias Samba? La proposition qui est faite aujourd'hui par les négociateurs palestiniens, c'est 1 an de négociation. Et nous sommes certains. Et en fait, le terme de négociation n'est plus il faut le préciser. Pourquoi? Nous avons déjà négocié. Comme je vous le disais, nous savons ce qu'il faut faire. Il faudrait 1 an pour voir un peu les mécanismes d'application. C'est-à-dire négocier comment tout cela va devenir concret. C'est cela, quand on parle maintenant de négociations. C'est pas revenir sur les questions. On les connaît, Et ces négociations se font avec qui? Se font où? Expliquez-nous un peu, parce que, évidemment, comme journaliste, on voit passer des choses, mais vous êtes probablement au cœur de l'action. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation au niveau officiel. Oui. Aujourd'hui, les deux appareils d'État ne se rencontrent pas. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a jamais eu une interruption totale des contacts, ni des échanges. Alors ça se fait au niveau officiel, ça se fait énormément également au niveau des sociétés, ça se fait énormément au niveau d'individualité, par exemple des écrivains, par exemple des journalistes, et ainsi de suite. Donc il y a l'échange n'est pas rompu. Mais il n'y a effectivement pas, depuis maintenant 2 ans presque, une négociation à la table de négociation entre des représentants officiels des deux appareils de pouvoir et d'État. Vous êtes ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, Elias Samba. Vous sentez parfois, pardonnez-moi de vous le poser ainsi, comme une fonction alibi ou pas du tout? Quel est votre sentiment par rapport à cette fonction d'ambassadeur de la Palestine? Est-ce qu'il y a un côté alibi vécu comme ça par la communauté internationale? Il n'y a aucun alibi dans la mesure où je peux vous promettre que ça a été très très dur d'entrer. Oui. Ça n'a pas été si facile. On s'en souvient. Ça fait 28 ans que nous avons fait la demande. Le Soudan du Sud, d'ailleurs, je l'ai souligné dans mon discours après l'entrée, est entré en 28 minutes. 28 minutes pour le Soudan du Sud, pour devenir membre de plein. Alors que c'est un pays tout jeune. Oui. Et nous, 28 ans. Et ça n'a pas été facile du tout. Bien sûr que c'est énorme. Je vais vous dire pourquoi, sans entrer dans les détails, puisque le temps est limité. Ça a été énorme parce que au niveau de l'UNESCO, et c'est quand même la 2e agence de l'ONU, et elle a ouvert beaucoup d'autres portes. Au niveau de l'UNESCO, nous sommes passés en un vote du statut de territoire au pluriel au statut de pays membre. Et vous savez, les territoires ont des habitants. Les pays membres ont des peuples. Et une fois que vous êtes sur la notion du pays membre, vous n'avez plus besoin de prouver votre droit à l'autodétermination. Il vous est acquis, puisque vous êtes un peuple. Tant que nous étions des habitants des territoires, des populations de la Cisjordanie, nous devions prouver que nous étions un peuple, 2, qu'on avait droit de ce fait à l'autodétermination et à la souveraineté. Donc ça a été un énorme... Je vais vous dire autre chose, et j'espère qu'on me démentira. Les Américains et les Israéliens, à travers les Américains, et même des émissaires européens, sont venus me voir pendant cette bataille pour me dire, écoute, si tu acceptes d'être admis en tant qu'autorité nationale palestinienne et non pas en tant que Palestine, nous voterons pour toi. J'ai dit, mais l'autorité nationale palestinienne est juste une institution transitoire, ça n'est pas un État. Elle est censée exister pour gérer une transition vers l'État. Et je croyais que l'ONU n'admettait comme membre que les pays
Ils m'ont dit oui, mais c'est pas grave, on votera pour toi. Et même on te laissera signer des traités, on te laissera même inscrire sur la liste du patrimoine mondial les sites palestiniens. J'ai dit, je sais déjà que je vais avoir le vote, et donc j'agirai en tant qu'État. Ils ont immédiatement compris où se faisait cette différence, peut-être un peu invisible pour le grand public. Nous sommes entrés en tant que pays. Et non plus en tant que territoire. Et il y a la question de l'autodétermination, bien sûr, évidemment, qui est au centre de tout cela. Alors, on va parcourir un ou deux articles de presse, il nous reste 5 minutes. Oui. Bon, Donald Trump, tiens, on en parlait, un éditorial de la presse alémanique, Esther Coco, qui dénonce, qui est un peu à contre-courant, qui dénonce la haine systématique et le dénigrement à l'encontre de M. Trump. Donald Trump n'a pas été élu pour lui-même, mais comme un moindre mal, commence par dire cet éditorial de la Weltwoche, c'est de la politique, on choisit souvent le moindre mal. Mais aujourd'hui, beaucoup de médias et de dirigeants dénigrent tout ce qu'il dit juste parce qu'il est Donald Trump. Ce syndrome de crétinisation du président américain est néfaste. Il empêche de débattre des vraies questions. Par exemple, dit l'édito, Trump a raison quand il dit à ses collègues de l'OTAN et de l'Union européenne qu'il est temps de respecter les investissements pour leur défense auxquels ils se sont engagés. L'État-providence européen a gonflé sous le bouclier militaire protecteur des États-Unis. Le modèle européen a été édifié aux dépens des Américains. Mais cela, les Européens ne veulent pas l'entendre et c'est pour cela qu'ils rejettent catégoriquement tous les propos de Donald Trump. Juste un mot sur Donald Trump encore, on en a parlé avant, Elias Samba. Oui. Vous disiez, M. Obama a été le pire des présidents américains par rapport à la politique proche-orientale. Ça veut dire, j'en déduis, question de journaliste, que M. Trump serait moins pire ? Non, il s'agit pas, je suis pas là pour faire des classements entre les présidents américains. Et c'est vrai qu'on a changé complètement de style, si je peux utiliser les. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et c'est vrai que c'est un personnage quand même extrêmement inquiétant dans la mesure où il est imprévisible et extrêmement volatile. Je veux dire, les choses peuvent changer d'une minute à l'autre. Je crois que la phrase la plus terrible et en même temps la plus drôle a été celle de la question du pape à son épouse quand il lui a dit « De quoi le nourrissez-vous ?» qui semblait être juste une question sur le menu présidentiel. Et en fait, pour dire comment peut-on fabriquer une espèce de créature comme celle-ci, de quoi la nourrit-on, comment la nourrit-on. Et c'est passé inaperçu parce qu'à la façon du pape, un peu très très fine et avec juste des allusions. C'est un drôle de personnage et il est imprévisible et surtout, je vais vous dire ce qui est plus grave que ce côté imprévisible, l'ignorance absolue. Il y a une ignorance. Quand il parle bon, ça serait bien, au fond, vous voulez un État, bon, on va faire un seul. Il ne sait pas encore que c'est le cauchemar de la droite israélienne, le projet d'un seul État. Il pense, lui, qu'il va faire plaisir aux Israéliens en disant, bon, il y a un mélange des genres permanent. Et il y a surtout dans son entourage, il y a un peu le reste de l'appareil, il y a quand même ces grandes puissances. Il y a beaucoup de personnages qui savent de quoi il s'agit. Mais il y a également dans son entourage, en même temps que les autres, des gens qui sont dans la même légèreté, je dirais, que lui. Ce qui est plus inquiétant. Donc nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante et qui peut mener au pire ou au meilleur. Je ne suis pas en train de faire de la prévision. Bon, alors, un mot sur Vladimir Poutine. Dans la Tribune de Genève et dans 24 heures, une interview de M. Poutine, reprise du Figaro, Valérie Droux, notamment sur la Syrie. Puis on va le commenter en très peu de secondes. Voilà. Oui, le président russe souligne d'abord l'approche constructive de la Turquie et de l'Iran. Il évoque aussi le gouvernement syrien avec qui il a pu promulguer un cessez-le-feu. Sans cessez-le-feu, dit-il, impossible de parler de règlement politique. Il botte en touche quant à savoir si Bachar al-Assad, avec ses accusations d'usage d'armes chimiques, peut faire partie de la solution politique. C'est au peuple syrien le décider, selon lui. Et à côté de cette interview, un encadré aussi sur le rôle de la Russie auprès de l'ONU à Genève, toujours dans le dossier syrien, notamment sur la guerre d'information, sur la réalité sur le terrain de la reprise d'Alep en décembre. Moscou s'efforce, via notamment une conférence organisée dans 15 jours, de se poser en libérateur et reconstructeur d'Alep, des minages, santé, humanitaire. Et l'article enfin de souligner aussi les formidables enjeux économiques qui se cachent derrière la reconstruction de cette ville. Pardon de vous presser, Elias Samba, en 15 secondes, pas plus. Vous avez dit que la solution était à Washington. Elle n'est pas un peu à Moscou aussi ? Aussi.
et surtout aujourd'hui, je vous ai dit un peu à quel point des éléments extérieurs, géographiquement, à la Palestine, étaient devenus des points très très chauds de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui, et ça c'est sûr, en train de vivre sans la connaître. Il y a une intense activité diplomatique en ce moment entre Américains, Russes, Iraniens, ainsi de suite, pour voir s'il y a une formule qui pourrait passer le cap juste de la déclaration d'intention pour en finir avec la situation en Syrie et en Irak. Il est certain que ça ne sera pas facile, il est certain que le pire peut encore arriver parce que Daesh, l'État islamique, est incontrôlable, mais il est certain qu'il a quand même des choses en cours en ce moment et qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de négociations, pas secrètes, mais en tout cas, disons, très discrètes, et les Russes et les Américains sont, en tout cas pour la Syrie, sont complètement pris dans cette activité diplomatique en ce moment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Alias Samba. Merci de m'avoir invité. Ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, vous étiez à Sion.